Nous sommes le 6 avril 2022 et la communauté internationale commémore la journée mondiale du sport pour le développement et pour la paix. Alors, excellente commémoration donc de cette journée mondiale du sport pour le développement et pour la paix. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Bonjour le Faso. Ravi de vous retrouver une fois de plus pour un numéro de cette émission. Vous le savez, depuis lundi, nous vous parlons de la forêt du vieux Yacouba Sawadogo. Donc, il faut rappeler que le vieux Yacouba Sawadogo, qui nous vient de Gourga, c'est dans le Yatenga, a été prix Nobel alternatif 2018 et c'est l'homme qui a contribué à justement arrêter le désert en plantant des arbres durant 40 ans de sa vie. Et nous lui rendons hommage cette semaine à travers la rubrique à la découverte d'eux. Aujourd'hui, vous aurez des témoignages de ses proches. La revue de presse est présentée aujourd'hui par Rachid Assad Zongo, que nous allons retrouver tout à l'heure. Notre invité du jour est de la COPABF, la coalition des patriotes africains du Burkina Faso. Il s'agit de M. Issoufou Niamba, chargé des projets de la COPABF, que nous allons retrouver sur ce plateau. Et dans la rubrique questions de droit, puisque justement chaque mercredi, c'est la chronique questions de droit, Olivier Kabouré nous parle de la garde à vue. Alors, des informations que vous aurez dans la deuxième partie de cette émission. En attendant, installez-vous confortablement avec la première rubrique à la découverte d'eux. Et nous sommes installés au cœur de la forêt du vieux Yacouba Sawadogo, plus précisément à Gourga, c'est dans le Yatenga, pour visiter la forêt donc du vieux Yacouba Sawadogo. Il faut rappeler que cette forêt a été clôturée donc en 2021 et c'est une forêt qui compte une soixantaine donc de diversité de plantes et justement selon le vieux Yacouba Sawadogo, pour lui, tous les maux peuvent être soignés à base des plantes. Il faut rappeler que c'est 40 ans de son existence qu'il a pris pour justement planter les arbres et cela a été récompensé en Suède en 2018 lorsqu'il remporte le prix Nobel alternatif 2018. Aujourd'hui, nous allons vous proposer d'écouter les proches du vieux Yacouba Sawadogo, notamment son fils qui l'accompagne aussi donc dans cette aventure. Nous vous invitons à l'écouter et on revient pour la suite. The king of the bay watered name, the sand the tava, the date of a king in Siltisa. I couldn't get a patron piggy number in a yard to as a man of boom in the shooting, I'll be bishop. As a meet to the man's and soon the you know what in getting piggy. One of the second, dig that I king, I'll buy 5 king, Zia 5 king. Yabu Yas in Siltisa. They are so much in the far piggy. Io faccio il mando tu, guarda papà mi la ne patavo, ne yam patavo, come tale yam sono, ikin seltisa, ma l'altri assumati ne fa che lei, samba fa wa tingit. Ya tingi dula yake ne Burkina Faso fa, ne mun jama, la kala mun zaman zam so wa tingit to ya Burkina Faso yo. Sometimes you used to be the man watching it to fire, the man is watching it to fire. You are Burkina Faso, you are Tenga, la mean is a crew. You find a cool, a bed as you know the poor man. Not you poor baby. One cutting for a king of the main to king of the sucre, and 4 months. I think it was some taker. I never found me thinking about saying. Ni tatuno me ni to le pe da la me ni le rose vol so na mo le yore ta ken in sande ne ba a sande ne fa to se si ben se le asuma sapani le ti se san cabo ti se ba ke me e se ne bi to se no in to se le ba yin pu ne se ne ti e mbre ti ve no ti se le mbre sa ka de me
Alors, il faut rappeler que vous avez plutôt écouté dans ce témoignage le témoignage de Naba Kiba, donc Dima Duyatenga, qui nous parlait des prouesses du vieux Yakuba Sawadro. Les témoignages de ses proches, ça sera pour les autres jours. Merci donc à Naba Kiba pour ces témoignages et merci à Fatih Sankara qui nous a ramené ces éléments. Pour la suite de cette émission, nous allons marquer une petite pause musicale, le temps d'installer Rachid Assad Zongo pour la revue de presse. Et aujourd'hui, nous allons faire le tour des journaux papier. Nous allons faire également le tour de la presse en ligne, mais également de l'actualité internationale avec Rachid Assad Zongo, que nous retrouvons juste après cette virgule. Et il est bien installé sur ce plateau. Bonjour à toi, Rachid. Merci Azeta, bien le bonjour à toi et à vous qui nous suivez également, bonjour. Et aujourd'hui, nous débutons avec le quotidien. Le quotidien. C'est bien cela. Et le quotidien à sa une, on peut lire comme titre « Insécurité dans le centre-nord, une sœur religieuse de 83 ans de nationalité américaine enlevée à Yalgo ». L'article est à parcourir à la page 6. Et avec le même journal à la page 5, opérationnalisation de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme, le Premier ministre installe les membres de la task force. Trafic d'enfants mineurs et faux monnayage, 4 personnes aux arrêts et 2 en cavale, à lire à la page 3. Dernier sujet en titre pour la une du journal Le Quotidien, à la page 8. Assemblée législative de transition, les députés adoptent à l'unanimité le règlement intérieur. Et on poursuit avec l'observateur Palga. L'observateur Palga qui revient sur ce sujet, diocèse de Kaya, enlèvement d'une religieuse à Yalgo, à lire à la page 4. Et puis saccage de débit de boissons, ouverture d'une procédure judiciaire, ces bandicons qui ont traîné Béguedo dans la boue. On va dire que c'est à lire en intégralité à travers la rubrique Les humeurs de Bari, respectivement aux pages 4 et 5 du journal L'Observateur Palga du jour. Autre sujet, à la une de l'Observateur Palga, stratégie nationale de lutte contre le terrorisme, le Premier ministre installe les membres de la task force. Région du Sahel, 820 millions pour lutter contre les conflits et l'extrémisme violent. Et puis, toujours pour ce qui est du sujet de l'enlèvement de la religieuse à Yalgo, plus long des cierges pour sœur Suélène Tennyson. Et pour achever, c'est à lire à travers la rubrique Carnet de santé de l'Observateur Palga. Il est cité « On peut bien jeûner avec son ulcère si 3 points de suspension ». Pour en savoir davantage, l'article est à lire à la page 6. Ce sont les propos du docteur Mohamed Lamine Sissoko. Et nous poursuivons avec la une du journal Le Pays. Ce journal nous entretient en premier en titre « Lutte contre la délinquance à Ouaga, des trafiquants d'enfants mineurs aux arrêts ». Dans sa rubrique Révélation, Le Pays traite « Crise sécuritaire ». Une religieuse d'origine américaine enlevée à Yalgo. Et puis lutte contre le terrorisme, le Premier ministre installe les membres de la task force. Toujours avec le pays du jour, discours du président du Faso, un certain nombre d'acteurs, on va dire de la société civile, qui ont été interviewés par le journal Le Pays. Le premier, c'est Abraham Badolo, président de l'ADP, qui confiait, je cite, « Je trouve un peu maladroit de sa part de donner un délai de 5 mois. » Autre réaction, c'est celle de Pascal Zaïda, président de la COP, qui confie, je cite, « Il faut joindre l'acte à la parole ». Voilà, des interventions en lien avec le discours du président du Faso. Et on poursuit toujours pour les titres du journal Le Pays. Mois de Ramadan, comment se préparer un programme spirituel. L'article est à lire en intégralité à la page 20. Mystère psychique et spirituel, la grande souffrance des Africains provient des éducations édulcorées et falsifiées, selon Roch Bakiono. Et pour achever, à travers la rubrique Actu Foot du journal Le Pays, Coupe de la CAF, un choc pyramide Mazembe, duel 100% libyen, le tirage des quarts. Et pour ce qui est d'aujourd'hui au Faso, à sa une, le journal revient également sur l'enlèvement d'une sœur religieuse américaine au centre-nord du Burkina, après la tuerie de Goudrin, le rapt à Yalgo dans le Namantenga, c'est-à-dire à la page 5. Et c'est le journal Aujourd'hui au Faso qui nous l'apprend. Toujours avec le même journal, opérationnalisation de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme,
Le Premier ministre installe les membres de la Task Force. Trafic d'enfants et faux monnayage, la police nationale met fin aux activités de 2 réseaux. Saccage et incendie de bars à Béguédo, 31 suspects interpellés et une vingtaine en fuite. Le j'accuse des droits de l'humoriste, sur Moura. La transition doit laisser enquêter, c'est-à-dire à la page 3. Et pour achever, Ali Q. Shaib devant la CPI, crime et châtiment pour massacreur de Darfouri. À lire à la page 7 pour ce qui est du journal Aujourd'hui au Faso. Ensuite, nous poursuivons pour ce qui est de l'info en ligne. Le premier site qui nous entretient, c'est www.lefaso.net. Lutte contre l'impunité au Burkina, les acteurs de la chaîne pénale en conclave à Kaya. L'éducation est un vecteur incontournable pour la stabilité, la cohésion sociale et la paix. Ce sont les propos du vice-président de la Banque mondiale au niveau de l'Afrique de l'Ouest, mais également de l'Afrique centrale, à la personne de Ousmane Diagana. Promotion des droits des personnes handicapées intellectuelles, Special Olympics Burkina sensibilise les populations de Toudouégo. Et pour achever, l'Institut des sciences du sport aide les tisseuses de Ouagadougou à soigner les pathologies liées à leur métier. Voilà, les pathologies liées à leur métier de tisseuse. Voilà. www.info4.net nous apprend à Yalgo, enlèvement d'une sœur de la congrégation des sœurs marianites de Saint-Croix. Les OSC renforcent leurs capacités sur les mécanismes de financement mondial en santé. Il écope d'1 an de prison pour avoir dépensé une somme d'argent reçue par erreur via mobile money. Et pour achever avec www.info4.net, nécrologie, décès de El Hadj Adama Zungrana, un des imams de la grande mosquée de Ouagadougou. Abzeta pour ce qui est de l'actualité hors de nos frontières, mais sur le continent africain. Déjà au Nigeria, on apprend qu'un athée prend 24 ans de prison pour blasphème contre Mahomet, le prophète Mahomet. Au Niger, abandonnés par leur chauffeur, 25 migrants secourus en plein désert. Au Ghana, le cardinal Turkson nommé à la tête de 2 académies au Vatican. Au Mali, décès de l'ancien premier ministre de la Transition, Diango Sissoko, à l'âge de 74 ans. En RDC, donc en République démocratique du Congo, là on apprend qu'un casque bleu a été tué dans le nord-est du pays, précisément dans l'Ituri. Au Soudan, la faim s'installe alors que les prix augmentent. Et au Cameroun, pour achever, on apprend que l'ONG Médecins sans frontières suspend ses opérations dans la région anglophone. Voilà ce que l'on pouvait parcourir pour l'actualité ce matin, aussi bien hors de nos frontières, en ligne et pour la presse écrite. Merci à toi Rachid pour le tour de ces actualités et retour sur un sujet. Nous parlons notamment du verdict du procès Thomas Sankara. C'est prévu pour aujourd'hui. C'est bien cela. C'est bien cela, le verdict attendu, on va dire, de ce procès historique, voilà, est attendu ce jour 6 avril du côté de la salle des banquets de Ouaga 2000. Alors, on le sait, hein, voilà, le président Thomas Sankara qui a été justement tué au niveau du Conseil de l'Entente en 1987. Cela, on va dire pratiquement après 6 mois d'audience, le procès va livrer son verdict. Après justement aussi des suspensions et même on va dire des rebondissements. Et cela en lien avec ce qu'on a connu récemment, notamment l'avènement du MPSR. C'est vrai, hein, il faut le rappeler, ce procès s'est ouvert en octobre 2021, soit pratiquement 34 ans après la mort de Sankara, avec à ses côtés ses 12 compagnons. Et on dira que à sa suite, après justement son assassinat, c'est l'ex-président Blaise Compaoré qui a pris le pouvoir, lui qui est considéré comme, on va dire, le principal accusé par la justice burkinabé, est aujourd'hui en exil au niveau de la Côte d'Ivoire, depuis sa chute, on va dire, en 2014. Et bien sûr, on le sait, ses avocats ont dénoncé ce procès-là comme étant un procès politique, et donc il n'a pas été présent lors justement des audiences.
Et pour ce qui, en tout cas, on sait, le parquet a requis 30 ans. Voilà, 30 ans pour lui. Et 30 ans également pour la personne de Hyacinthe Kafando. À côté de ces deux personnes qui sont absentes, qui ont été absentes au cours des audiences, il y a aussi 12 autres accusés qui également doivent recevoir justement leur sentence. On attendra en tout cas de voir ce qu'il en sera. Nos reporters sont sur le terrain dans ce sens. Et on espère en tout cas que ce sera véritablement la vérité tant attendue. C'est ça. Ce sera également la justice rendue tant attendue et que cela va permettre aussi d'apaiser les cœurs des différentes familles dont justement le cœur saigne depuis de nombreuses années. J'espère que le verdict tombera vraiment, hein, parce que tu connais la justice. Ce ne sera pas la première fois qu'on fait tapage sur un verdict ou sur une décision forte de la justice. Et puis après, vous arrivez, la presse se bouscule et puis on vous sort un communiqué conjoint pour dire que c'est ramené à telle date. J'espère vraiment. Raison ou pour Y X, raison. voilà, c'est ça. Et j'espère vraiment qu'on aura le verdict tant attendu, comme tu l'as dit, aujourd'hui même. Et quand on parle du procès Thomas Sankara et que tu évoques les principaux accusés comme Blaise Compaoré et Hyacinthe Kafando, qui ne sont pas venus, qui ont quand même été jugés, et tu parlais tantôt donc des peines requises donc, à leur endroit. Je me demande, même s'ils sont condamnés, comment vous allez pouvoir retrouver, enfin, les faire amener au Burkina pour qu'ils puissent purger leur peine. C'est ça maintenant le problème. La justice a des mécanismes aussi bien à l'interne qu'au plan international pour ce genre de... J'espère bien, parce que ça ne sert à rien de condamner. Et puis après, c'est vraiment les petits qui sont là qui vont payer. Et après, les grands accusés vont rester toujours de l'autre côté. Et puis ne pas trouver les mécanismes nécessaires pour les ramener, pour payer, en fait, pour ce qu'ils ont fait. Ça sera dommage, vraiment. Et je pense que tous les Burkinabés sont focus sur ça. C'est vrai, le verdict tombera, mais qu'on puisse appliquer les peines pour tout le monde. La justice, c'est l'équité, non? Tout à fait. Merci bien, Rachid. Merci. Deuxième actualité, on parle de l'installation de la TOC Force. La Task Force. Task Force. C'est bien cela. La Task Force. Un sujet qui est pratiquement, on va dire, cité par la plupart, en tout cas, des journaux, mais même des sites en ligne que nous avons pu parcourir ce matin. En fait, c'est, pour être plus précis, voilà, c'est, on va dire, un comité qui est mis en place pour réfléchir sur la stratégie qui va servir pour la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. C'est un comité dont les membres ont été installés hier par le Premier ministre. Voilà, un comité composé de 19 membres qui va réfléchir sur ce qu'il faille comme élément nécessaire pour servir en termes de schéma, en termes de stratégie, en termes de tactique pour justement la lutte contre le terrorisme au niveau du Burkina Faso. Ce qu'en tout cas on a pu apprendre à travers justement l'installation des membres de ce dit comité, c'est que c'est un comité pluriel, des membres qui sont issus de plusieurs jantes, on peut le dire, aussi bien du domaine militaire que civil. Voilà, et ces personnes-là, justement, ont pour charge, comme j'ai dit, de réfléchir pour qu'il soit sorti un plan, voilà, une stratégie globale qui va servir justement dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Il faut préciser que c'est un organe qui va travailler sous la supervision des ministres concernés et aura bien sûr pour mission d'achever le processus d'approbation du document provisoire selon justement le Premier ministre. On attendra en tout cas de voir, parce que ce comité-là dispose de 3 semaines, voilà, pour finaliser la dite stratégie. En principe, on se dit que à l'heure où la situation sécuritaire, en tout cas, se veut de plus en plus préoccupante, les actions aussi devraient justement s'enchaîner dans le même sens. Voilà, c'est-à-dire suivre le même élan de rapidité. Voilà, on dira que nous sommes impatients, mais avec juste raison, c'est même légitime. Et dans ce sens-là, on espère aussi que ce ne sera pas un comité qui sera mis en place pour la forme, un document qui sera
au bout justement des réflexions données et qui, du reste, ne va pas permettre d'agir immédiatement. Il faudrait que si, en tout cas, la réflexion est menée et qu'à la fin justement de ces réflexions-là, on a un document, que l'on pense très immédiatement à la mise en exécution de ce document-là. Parce que le terrain, en tout cas, nous commande qu'on agisse vite. Bien sûr. Voilà. Est-ce qu'on devrait même en être là, à une création donc de comité du moins de réflexion sur la stratégie de lutte contre le terrorisme ou l'insécurité? C'est ça. Bon, de toute façon, on leur souhaite bonne chance. Et moi, si je devrais donner mon avis, je pense que pour ces choses-là, franchement, on peut se passer de la communication. Parce que très souvent, quand vous parlez de stratégie, et enfin de comité qui va réfléchir sur des stratégies pour lutter contre le terrorisme, c'est la même communication que vous donnez au Burkinabé, c'est la même communication que vous donnez aux côtés ennemis, donc aux terroristes qui sont là, qui attendent. Après, quand vos stratégies vont sortir, même si on n'en parle pas ouvertement, il y aura toujours des fuites, les gens vont être prévenus de ce qui va se passer et tout. Moi, je pense qu'on n'avait même pas besoin de communiquer sur ça. Franchement, parce que c'est les résultats maintenant sur le terrain que les gens attendent. Oui, si c'est nécessaire aujourd'hui de former un comité qui va réfléchir parce que les choses ont peut-être changé. Il y a eu certainement donc des réflexions à la matière, mais comme les choses ont changé, on peut les créer, je ne sais pas, réfléchir dans l'ombre et puis prendre les décisions. Et après, quand vous aurez les résultats, vous dites en fait, voilà comment on a procédé. Moi, j'opterais par exemple pour ça. Mais bon, écoute, je ne suis pas de l'exécutif. Je comprends justement ta position et ta vision des choses. Et c'est même logique. Hein. Je l'ai dit, quand on constate ce qui se passe sur le terrain, ça pour exigence justement que les choses soient faites vite. Voilà. Et si aujourd'hui, on va dire, les acteurs premiers de la transition nous offrent à voir qu'en termes de communication, ils ne sont pas en train de dormir sur leur laurier, que, en tout cas, ils travaillent. Bon, on sait qu'ils sont là pour travailler. Ils n'ont pas besoin justement de nous dire, comme tu le dis. Voilà. Et donc, sur le terrain, on devrait être à mesure de constater justement les résultats. Voilà. Se retrouver encore, comme on aime à le dire, dans des bureaux pour réfléchir et réfléchir. On en a 3 semaines, tu as dit? Voilà, 3 semaines. Voilà. On en a marre de ce genre de système-là. Aujourd'hui, le terrain commande qu'on agisse vite. Voilà. Qu'on agisse véritablement vite. C'est vrai que on pourra dire que les civils, de façon générale, par moment, écartent un certain nombre d'aspects qui sont justement pris en compte au niveau militaire et bien d'autres. Voilà. Mais c'est légitime aussi parce que quand chaque jour, nous devons, pour ce qui est en tout cas de la presse, venir à travers nos écrans, à travers nos antennes de radio, à travers nos sites en ligne ou également à travers les colonnes de nos différents journaux pour dire qu'il y a eu attaque ici, il y a eu enlèvement là. Véritablement, ce n'est guère relisant. Voilà. Donc, c'est un peu dans ce sens et je comprends justement, comme j'ai dit, ta position. Rachid, nous partons à l'Assemblée législative de la transition, donc à l'hémicycle, pour parler du règlement intérieur qui a été adopté. C'est bien cela. Hier, ça constitue, on va dire, l'un des sujets phares de l'actualité. L'adoption du règlement intérieur, si on veut, la boussole qui va guider, on va dire, l'organisation et un peu le fonctionnement des députés, ou sinon, du moins, c'est de l'Assemblée législative de la transition. Alors, ce qu'on peut retenir assez rapidement, c'est que pour ce règlement-là, c'est un comité ad hoc de 10 membres qui avait initialement été justement constitué et présidé par Yves Kafando et Ousmane Bougma comme rapporteurs. Et ce comité a travaillé pendant 5 jours, voilà. On nous a confié dans une atmosphère conviviale et cela a permis justement de donner un document composé de 170 articles, 5 titres et 25 chapitres. Voilà. Et en plénière, les députés ont fait, on va dire, des amendements et avec par moment, on va dire, des objections. Et pour ce qui est en tout cas des objections, ce que l'on peut relever, le point d'achoppement en tout cas de cette séance-là a porté sur l'amendement de l'article 4 qui est relatif à, on va dire, l'honorabilité des députés. Voilà. L'appellation, si on veut, honorable, voilà, utilisée pour désigner, on va dire, les députés, qui a suscité beaucoup de débats et de commentaires, puisque
le comité ad hoc qui était chargé de la relecture du règlement intérieur avait proposé la renonciation à cette appellation et l'utilisation pure et simple du député. Voilà. Voilà. Et certains parlementaires ont souhaité que le titre, bien sûr, soit maintenu. Bon, quand bien même on sait qu'il est inscrit nulle part, que ce soit dans la Constitution, dans la charte, voilà, il est inscrit nulle part où c'est mentionné que les députés de la transition peuvent être appelés honorables. Bon. C'est quand même honorable de se faire appeler honorable. Hein? C'est une appellation faite par courtoisie, si on peut le dire ainsi. Voilà. Donc là-dessus, on se demande vraiment si ça tenait vraiment lieu. Mais en tout cas, ça fait l'objet de débats, comme j'ai dit. Et après moult, on va dire, commentaires, les parlementaires, en tout cas, ont fini par s'accorder et biffer cet article du règlement. Voilà. À côté de cela, pardon, on sait aussi que de façon générale, et c'est ce qui en tout cas est ressorti, les députés en tout cas de la transition ont consenti pour que ce règlement intérieur-là vaille pour toute la transition. L'autre chose qui peut être considérée comme une sorte également d'élément qui a suscité le débat, c'est un peu le fait que l'on appelle même le document règlement intérieur ou règlement tout court. Voilà. Parce que à son article 25, la charte de la transition dit règlement intérieur. Voilà. Tandis que la Constitution parle de règlement. Donc ça également, ça a suscité un peu, on va dire, l'eau à la bouche des juristes au niveau de l'Assemblée législative de transition, et ça constituait justement les débats. Mais comme j'ai dit, au final, le document a été adopté et le texte va justement être transmis au niveau du Conseil constitutionnel pour, bien sûr, son contrôle de constitutionnalité dans un bref, bien sûr, délai. On attendra justement de voir. Autre précision très rapidement pour achever, il faut préciser que dans ce règlement intérieur de l'ALT, le bureau de l'Assemblée sera constitué d'un président, de 4 vice-présidents et de 11 membres du bureau. Pour ce qui est des commissions, si je ne m'abuse, 5 commissions. Voilà ce qu'on peut retenir assez rapidement de l'adoption du règlement intérieur de l'Assemblée législative de transition. C'était hier? C'était hier. Et pour terminer, parlons de l'enlèvement de cette religieuse à Yalgo. C'est dommage, hein, une nouvelle qui, en tout cas, a foudroyé aussi bien les ressortissants de la région, de la localité à bord de Yalgo, et de façon générale pour ce qui est de la région. Il s'agit de la sœur religieuse Suelen Tennyson, de la congrégation des sœurs marianites de Sainte-Croix. Elle est d'origine américaine. Je pense qu'elle a pris service du côté de Yalgo en 2014. Voilà. Et elle a été enlevée dans la nuit du 4 au 5 avril dernier. C'est une situation en tout cas qui vient nous rappeler en tout cas les autres enlèvements pour lesquels on n'a toujours pas de nouvelles et que cela ne cesse justement de prendre de l'ampleur. C'est un enlèvement, un énième enlèvement qui interpelle encore nos autorités sur la situation sécuritaire délétère. Voilà. Il faudrait que, comme je dis, on agisse assez vite et que l'on fasse en tout cas, comme il a été dit, une priorité, la sécurité. C'est également une interpellation à l'endroit de ceux qui nous disent être nos amis. Elle est d'origine américaine. Je ne fais pas une fixation sur sa nationalité, mais je pense que aujourd'hui, la question de la lutte contre le terrorisme est une question qui est globale. Elle touche tout le monde. Et on doit se mettre main dans la main pour justement y arriver. Et si tant que les personnes morales qui se disent justement être nos amis, donc les amis du Burkina Faso, elles doivent pouvoir justement nous accompagner dans la lutte contre le terrorisme. On espère que, comme l'a titré en tout cas l'observateur Palga à sa une, brûlons des cierges pour sœur Suelen Tennyson, on pourra la retrouver saine et sauve. Certainement. Voilà. Merci à toi Rachid. Merci Abzeta et bonne suite d'émission. Merci. Nous poursuivons avec l'émission du jour et comme annoncé, la Copa BF, c'est notre invité de ce jour. On va se retrouver juste après ce jingle.
Aujourd'hui, nous recevons pour vous Monsieur Issoufou Niamba. Il est chargé des projets de la COPABF. La COPABF, c'est la coalition des patriotes africains du Burkina Faso. Bonjour à vous. Bonjour, Madame Nikema. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Avec vous, nous parlons de l'actualité nationale. Nous parlons également donc de cette tournée de sensibilisation et de communication que vous organisez, que la COPABF organise. Mais avant d'en parler, justement, vous êtes au courant que le verdict donc dans l'affaire Thomas Sankara est prévu pour se prononcer aujourd'hui même. Quelles sont vos attentes justement de ce verdict? Merci. Écoutez, à notre niveau, au niveau de la COPABF, nous aurions souhaité que pour ce que Thomas Sankara représente pour la jeunesse africaine de façon générale et pour la jeunesse burkinabé, on aurait souhaité que ce procès-là se passe dans un autre contexte que celui dans lequel on se retrouve actuellement. Cela a eu pour conséquence le désengagement de certaines personnes, de certains citoyens. Nous, on comprend parce que la préoccupation est portée ailleurs. Mais quand cela ne tienne, la justice est une valeur dans un état de droit démocratique. Voilà pourquoi il faut que justice soit rendue pour Thomas Sankara. C'est d'autant plus que Thomas Sankara n'appartient même plus au Burkina. Au-delà de la personne de Thomas Sankara et de son héritage politique, c'est aussi un symbole très fort de la lutte pour la libération totale de l'Afrique et de tous les peuples au monde qui sont opprimés. Donc nous attendons vraiment que justice soit rendue pour notre père spirituel Thomas Sankara. Et vous pensez que le procès n'a pas eu assez d'engouement? Vous êtes de ceux qui auraient souhaité que le procès soit public et voilà, retransmis ou encore publié? Oui, parce que la justice en tant que telle, au-delà de ce qu'elle représente, c'est-à-dire la réparation, la justice a des valeurs pédagogiques aussi. Personne ne souhaite que dans les années à venir, on se retrouve, quelles que soient les raisons, même si Thomas Sankara, aujourd'hui, dans toute l'histoire politique du Burkina Faso, a fait ce que personne n'a fait, et nous disons que personne ne pourra atteindre le sommet de Thomas Sankara. Et peu importe la personne, il n'est plus question que dans un état de droit, on puisse arracher la vie à quelqu'un. Donc, pour nous, c'est très important. Parlons maintenant de la présentation de la feuille de route de la transition par le Premier ministre. C'était à l'Assemblée nationale. 4 axes majeurs. Il a parlé de la lutte contre le terrorisme et la restauration de l'intégrité du pouvoir. Comment vous comprenez cela? C'est déjà le thème restauration prête à confusion au niveau des consciences collectives au Burkina Faso et partout ailleurs d'ailleurs. Et nous-mêmes, nous sommes dans la même posture aujourd'hui, mais nous pensons que la meilleure manière de définir le contenu de ce terme-là, la restauration, ça va être sur le terrain de l'action justement. Donc nous évitons de nous prononcer là-dessus. Mais effectivement, l'agenda qui légitime le MPSR aujourd'hui, c'est effectivement une réponse efficiente à donner à la crise sécuritaire qui fait partie des urgences, je vais dire la plus urgente de notre situation. Donc voilà, pour nous, la manière dont la chose a été présentée là, nous pensons que c'est vrai, ils sont en phase. Ils sont en face dans la manière de dire, il y a la réelle politique qui est là, mais il y a la réalité aussi du terrain. Ils sont en phase, mais je pense que c'est sur le terrain que nous pourrions juger et évaluer. Voilà. Et dans les jours à venir, bien entendu. Et quand il parle aussi de lutte contre le terrorisme, il a parlé d'un volet, notamment la coopération dans cette lutte-là. Il a parlé de diversifier donc les partenaires pour la lutte contre le terrorisme. Est-ce que pour vous aujourd'hui c'est nécessaire? Parce que des voix se lèvent aujourd'hui pour dire que le Burkina doit se tourner vers d'autres partenaires militaires. Est-ce que c'est votre avis?
Ben, vous savez, la Copa BF est une organisation souverainiste en avant-garde de la lutte de la libération totale des États de l'Afrique. Quand on dit libération totale, nous pensons à la libération politique, économique, sociale, culturelle et sécuritaire. Et dans cette lancée-là, justement, ceux qui ont suivi la feuille de la cérémonie qui s'est passée à l'Assemblée, vous avez vu que Roland Bayala, notre camarade qui a été désigné parmi les députés, a été porteur de cette question là où il a demandé au Premier ministre de préciser ce qu'il entend par diversification, parce que ça fait plus de 3 mois ou 4 maintenant que nous sommes sur la question au niveau du Burkina. Nous pensons qu'il n'y a pas une autre voie de sortie que si nous nous plaçons dans... En fait, il y a une mutation géostratégique au niveau international aujourd'hui qui a des répercussions dans nos États. Et la question, c'est de savoir quelle est la place que le Burkina veut occuper dans le cadre de cette mutation géostratégique-là pour pouvoir avoir sa souveraineté. Parce que nous ne sommes pas dans une roche, en fait, au Burkina Faso. Nous sommes dans un monde ouvert où chaque pays, comme les nôtres, est appelé aujourd'hui à revoir sa carte diplomatique et géostratégique et adapter justement à ces changements au niveau international. Est-ce que nous allons continuer toujours avec nos partenaires historiques qui ont manifesté un échec patent dans cette lutte-là? Pourquoi vouloir faire toujours la même chose et s'attendre à des résultats différents? Voilà des questions qu'on se pose. Et nous sommes allés droit au but. Nous avons demandé à ce que la politique extérieure française au Burkina Faso dégage. Et nous pensons qu'il y a d'autres partenaires, d'autres grandes puissances qui sont plus responsables et sérieux dans leur manière d'agir aussi, dans les thèmes de contrats qu'on pourrait négocier ou discuter avec eux. Comme la Russie? Pas forcément. Pourquoi tous les regards se portent sur la Russie lorsqu'on parle de diversification des partenaires? C'est vrai que la Russie aujourd'hui est en pole position. Mais nous disions d'abord qu'on doit rompre avec la France. Ça commence par là. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres puissances qui aiment le Burkina Faso et qui aimeraient accompagner le Burkina Faso? Bien entendu. Et si c'est la Russie, pourquoi pas? Pourquoi on diabolise la Russie aujourd'hui? Ces débats-là, on le mène tous les jours. C'est vrai qu'au niveau des Français, même si notre enseignement aujourd'hui est taillé sur la culture française, les Français, depuis petits, on leur a dit la Russie, c'est le méchant. La Russie, c'est le fantôme. Mais est-ce que parce que la Russie est l'ennemi des Français, qu'il est l'ennemi des Burkinabés ou des Africains? Qu'est-ce que la Russie nous a fait pour qu'on ait autant peur de la Russie? Ça, c'est les questions qu'il faut se poser aujourd'hui. Nous n'avons pas de problème avec que ce soit la Russie ou pas. De toute façon, il est dit que quand on est dans un puits avec un serpent, on ne regarde même plus la main, on ne regarde plus le visage de celui qui nous tend le bâton. Et nous sommes dans cette situation. Pourquoi pas la Russie? Pourquoi nous avons une peur bleue quand on parle de la Russie? Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui que ceux qui ont peur de la Russie se demandent d'où vient, quelle est l'origine de cette peur-là aujourd'hui? C'est ça. Loin de moi l'idée de venir faire la promotion de la Russie ici. Nous sommes des souverainistes et nous sommes pro-burkinabé, nous sommes pro-africains. On n'est ni pro-français, ni pro-russe. Ça veut dire que l'idéal, ce serait que l'armée burkinabé compte sur elle-même. Madame, on le dit tout le temps. Mais ce qui est évident, c'est qu'il n'y a aucune armée au monde qui ne sous-traite pas sa défense nationale, même les États-Unis. En termes de renseignement, elles sous-traitent en fonction des circonstances, même avec justement l'ennemi juré. Qu'on fait croire la Russie, par exemple. Pourquoi quand il s'agit de l'Afrique, nous avons du mal à toujours comprendre? Chaque fois, la Russie devient partenaire circonstanciel de soit la France qui essaie de la diaboliser aujourd'hui, soit les États-Unis qui essaient de la diaboliser. Et après, c'est pour tourner après, pour aller décorer Poutine en fonction des circonstances. Poutine a remporté combien de prix en France ou aux États-Unis? Il y a un problème là quand il s'agit de l'Afrique. Nous, on perd tout notre bon sens. Voilà la question. Nous allons revenir toujours sur les grands points donc, de cette feuille de route du Premier ministre présentée à l'Assemblée législative de la transition. Il a parlé aussi de la crise humanitaire qui s'avère quand même aujourd'hui nécessaire. Il faut sauver
beaucoup de localités donc, de cette famine. Le nombre de déplacés internes ne fait qu'augmenter. Aujourd'hui, il y a des localités qui n'ont même pas à manger et qui appellent au secours. Est-ce que ce n'est pas une réponse qui doit venir rapidement? Elle est plus qu'urgente aujourd'hui. Elle doit faire partie de l'ordre des priorités de l'action gouvernementale. Nous-mêmes, à un moment donné, quand on parlait des déplacés internes, on parlait des zones assez reculées. Mais la vérité, c'est que même à Ouagadougou, ici, aujourd'hui, on voit ça dans les feux, au niveau des feux. Oui. Donc, et au-delà de l'action gouvernementale, je pense que chaque citoyen est interpellé. C'est vrai que quand on dit l'habitude de voir le mal crée l'indifférence. Et un des faits aujourd'hui qui est regrettable au Burkina, c'est que dès le début, on voyait ces enfants et ces personnes-là au feu qui n'ont rien demandé. Des personnes innocentes au feu, on les voyait un, deux, on s'indignait. Mais bizarrement, au fur et à mesure que le nombre s'augmente, les gens ont tendance à banaliser. On en devient indifférent. Il y a un problème. Je pense qu'au niveau même de l'action gouvernementale, chaque citoyen est interpellé à agir dans le sens. Regardez ces enfants-là aujourd'hui qui sont là, qui sont déscolarisés. On se demande, la place d'un enfant, c'est quand même dans une structure éducative. Forcément. Donc, dans 5 ans et 10 ans, qu'est-ce que nous voulons faire de ces enfants-là? Il est temps, il est plus que urgent que chacun mette la main dans l'action pour voir comment chacun à son échelle peut faire quelque chose. Et puis, bien sûr, le Premier ministre a parlé aussi de refonder l'État et d'améliorer la gouvernance. Et par là, bien sûr, on peut voir la lutte contre la corruption, l'amélioration quand même, l'assainissement surtout donc aussi de la gouvernance. On sait que la corruption et vous, ça ne fait pas bon ménage. Je vais parler de la COPABF. Bien entendu, parce que effectivement, aucun État sérieux ne peut faire de la corruption la politique de gestion. Dans le cas du Burkina Faso, c'est terrible. Mais une seule chance est que nous avons des repères aujourd'hui. Nous, le Burkina Faso, on a des repères comparés à d'autres pays. Parce que dans certains pays aujourd'hui, quand ils veulent changer comme ça positivement, ils cherchent leurs repères. Nous avons le cas de Thomas Sankara, l'héritage politique que Thomas Sankara a laissé. Et donc, sur la question, nous sommes intransigeants. On est même inexcusable. Parce que pourquoi nous n'arrivons pas aujourd'hui à faire de l'administration ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire à être au service des masses populaires. Le rôle de l'administration, c'est ça. Et effectivement, quand on regarde comment tout ça est arrivé, c'est simple. Sankara, dans sa politique, a travaillé à restaurer l'intégrité et la dignité du Burkinabé. Donc, quand les rectificateurs entre griffes sont arrivés, notamment le Blaise Compaoré et sa suite là, quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont travaillé justement à ramener tout ça en arrière. On a dit, bon, faites chacun ce que vous voulez, mais la ligne rouge n'est pas franchie, c'est mon fauteuil. Donc, on a assisté justement à ce genre de bal, à ce genre de banque. Ils ont fait de notre pays un grand restaurant où chacun pouvait venir se servir. Et donc, en fait, au fur et à mesure qu'on a avancé, 2 générations, on a inculqué ça en la jeunesse. Donc, je pense que la crise, elle est fondamentale, elle est profonde. Il y a un grand travail qui doit être fait pour d'abord réhabiliter. Et ça parle d'abord par le sommet de l'État. Tant que les hommes au pouvoir n'arrivent pas à donner l'exemple, nous parlons d'exemplarité, ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas dire lutte contre la corruption lorsque, quand vous-même, dans tous vos faits et gestes, on voit, et voilà, le Burkina, c'est une savane. Heureusement. Donc, on se voit. Quelles leçons on veut donner à ceux qu'on voudrait qu'ils changent? Là est la question. Et donc, nous pensons qu'il y a un véritable travail qui doit être fait. Justement, on en viendrait, comme vous le disiez là, et c'est justement dans cette lancée-là que nous avez lancé une tournée de sensibilisation. Oui, nous allons en parler en fin d'entretien. Et on va terminer sur ce 4e point donc, concernant cette déclaration
l'élaboration de feuille de route de la transition. Le Premier ministre a parlé également de la réconciliation nationale. On en parle depuis, pratiquement, depuis la chute de Blaise Compaoré. Pour certains, c'est bien avant même qu'on parle de réconciliation, de pardon et tout. Alors, quelle doit être la place qu'on doit accorder justement à cette réconciliation nationale et la cohésion sociale? Voilà, nous, au niveau de la COPABF, pour ce que nous savions, parce qu'on est parti quand même d'un certain nombre d'analyses. On a mené nos petites enquêtes pour bien comprendre en fait comment, déjà l'histoire, quand on regarde l'histoire politique du Burkina Faso, jamais, depuis les indépendances, entre griffes encore, qui sont juste des indépendances formelles, une coquille vide. Donc depuis cette période à maintenant là, on a constaté que jamais les Burkinabés ne se sont retrouvés ensemble dans une vision commune. Et même quand les terroristes, qui sont nos ennemis déclarés, les ennemis de l'État, de la nation, se présentent en nous, on n'est même pas capable non plus de s'organiser et pouvoir avoir une vision commune. Là, il y a un problème. Donc, il y a une nécessité pour les Burkinabés de se réconcilier. Mais quand nous parlons de réconciliation, nous pensons qu'il y a des Burkinabés pris individuellement qui ont eu des problèmes avec des lois de la cité, qui doivent se réconcilier avec la cité. Madame Nikema, vous avez fait quoi pour vous réconcilier avec qui? Moi, personnellement, je ne sais pas. Nous sommes dans un état de droit. Fort heureusement, il y a des lois. Maintenant, ceux qui ont eu des problèmes avec la justice doivent se réconcilier avec le peuple et nous devrons nous avancer. Nous, dans le même registre, on avait demandé dès les premières heures de cette transition-là, on avait demandé qu'on parte à des assises nationales et ces assises-là pourraient prendre le temps que ça pourrait prendre, mais il était question que tous les Burkinabés pour une fois se retrouvent et que ensemble nous puissions avoir une vision commune de notre État. Qu'est-ce que les Burkinabés veulent? Où veulent-ils partir? Et sur la base de ça, on s'organise débat, on va éliminer nos ennemis. Parce qu'on a dit que c'est quand le mur se fissure que, bien entendu, les lézards arrivent à rentrer. Donc, il est temps de se réconcilier, c'est vrai. Mais nous pensons qu'il y a des individus qui doivent se réconcilier avec l'état des droits et ensemble, nous sommes prêts. Moi, personnellement, que Blaise Compaoré, par exemple, parce qu'il est question de ça aussi, et il y a un député qui en a parlé la dernière fois, vienne et qu'il reconnaisse ce que l'État lui reproche et qu'au-delà de ça, on a plusieurs valeurs séculaires au Burkina Faso. Et punir quelqu'un, ce n'est pas forcément l'amener en prison et tout. De toute façon, dans nos cultures, il y a ce qu'on avait appelé la sanction psychologique qui consistait à enlever une personne de la société pour la faute qu'elle avait commise et après qu'il revenait. Il y a toutes ces formes-là, mais il n'est pas question que la réconciliation s'entende comme une prime à l'impunité. Il n'est pas question que nous déroulons le tapis rouge à Blaise Compaoré et sa suite. Et que, en fait, c'est au nom de la réconciliation nationale. Justement, et qu'on parte l'applaudir à l'aéroport, il n'est pas question, justement. Ce serait renoncer à l'état de droit. Quel exemple nous voulons montrer aux enfants à venir, aux futures générations? C'est justement notre compréhension de la réconciliation. Alors, M. Niamba, ce qu'on retient aussi, c'est que le Premier ministre, Dr Albert Ouedraogo, n'a pas parlé concrètement du retour à l'ordre constitutionnel ou d'élection. Il n'a pas dit concrètement quand est-ce que, justement, la transition va finir, même si on nous a parlé, bien sûr, de 3 ans pour la transition, comment concrètement on organise les choses, les élections et autres. Pourquoi? Est-ce qu'aujourd'hui, surtout que dans l'adresse à la nation aussi, le président parle de la date qui pourrait être changée en fonction de l'évolution de la situation sécuritaire. Est-ce que si ce n'est pas clair aussi dans la tête des Burkinabés, on risque pas d'avoir des problèmes? Parce qu'on a la CEDEAO aussi, de l'autre côté, qui met la pression. Ben, écoutez, nous pensons même, au-delà de la question qui est très légitime, nous pensons qu'il est temps que le régime en place là s'assume. Et quand nous disons s'assumer, ça veut dire quoi? Soit on est souverainiste ou on n'est pas souverainiste. Mais cette situation de ni père ni guerre là ne peut plus continuer. Sinon,
au niveau de la Copa BF, nous, étant souverainistes, nous pensons que la démocratie électoraliste fait partie du problème. Parce que depuis 60 ans, effectivement, on a une minorité des personnes parce qu'elle est instruite. Et être instruit, ce n'est pas être forcément intellectuel. Être instruit, ce n'est pas forcément connaître le bien du pays que quiconque. Donc pourquoi cette minorité s'arroge le droit au nom de cette instruction-là pour pouvoir diriger le pays sans consulter la majorité? Là, on sort même du cadre de la démocratie telle qu'elle nous est enseignée, c'est-à-dire le pouvoir du peuple, le pouvoir de tout le monde. Donc, si nous allons selon cette logique-là, nous pensons que si nous décidons au Burkina d'être souverainistes, ce n'est ni la CEDEAO, ni aucune organisation qui d'ailleurs ne sont pas des démocrates parce qu'ils ne croient pas. Avant d'être démocrate, il faut croire. Donc, la démocratie électoraliste qui consiste à écarter le peuple et pendant tout le temps du mandat jusqu'au lendemain des élections, c'est ça. Il ne faut pas aller aux élections pour aller aux élections. Vous voulez dire que le pouvoir actuel n'est pas forcément engagé ou ne doit pas être forcément focus sur comment on arrive rapidement à organiser des élections et passer la main à un pouvoir démocratiquement élu? Vous savez, notre position du début, c'était que cette transition-là fasse 5 ans. Et durant les 5 ans, on allait refonder l'État. Là, je parlais tout de suite de faire des assises, c'est-à-dire des assises dans lesquelles tous les Burkinabés, sans exception, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, se retrouvent. Oui. Et ensemble, nous décidons où nous voulons aller avec notre pays. Parce qu'on n'a jamais fait de diagnostic. Les réformes se sont accompagnées, les ateliers, les conférences, mais jamais les Burkinabés ne se sont assis ensemble et on a fait un diagnostic sans complaisance, sans considération, on a pu avoir quelque chose pour ce que nous voulons pour le Burkina Faso. Et donc, je pense que ça fait partie de... Mais à ces jours, ce n'est plus possible parce qu'on a déjà avancé. Alors maintenant, est-ce qu'il faut aller aux élections, faire les élections pour les élections? Non, moi, je pense que ça même, c'est une grosse supercherie. Pourquoi chaque fois on nous précipite, on nous somme d'accélérer? Et quand on nous somme d'accélérer, ça sert à qui finalement? Ça, c'est la première question. Maintenant, quand on va à ces élections-là, 2 ans, 3 ans, on se rend compte qu'en fait, l'action gouvernementale a avancé. Le peuple n'a rien compris. On a laissé une grande partie du peuple à côté. Et on est surpris qu'il y ait des remous, des bouleversements sociaux. Et après, on parle d'insurrection. Le Burkina particulièrement, c'est une école aujourd'hui en la matière. En Afrique de l'Ouest, on a dépassé tous les records. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Ah oui, coups d'État, des insurrections. Donc il y a un problème. Quand est-ce que nous allons nous asseoir pour discuter de tout ça? Donc moi personnellement, ou au niveau de la COPA en tout cas, les élections, ce n'est pas notre problème, forcément. Et d'ailleurs, est-ce que nous sommes dans les conditions aujourd'hui pour aller aux élections? Pourquoi? Parce que les institutions internationales disent, faites les élections, on finance et tout. Est-ce que c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui? Et vous pensez que la transition burkinabé ou les dirigeants de la transition burkinabé devraient être plus fermes, comme par exemple ce qui se passe en Guinée, ce qui se passe au Mali, parce que ces présidents-là sont présentés aujourd'hui par la jeunesse africaine comme étant ceux-là qui sont rigoureux, qui s'assument, qui imposent leurs décisions. Mais à juste titre, parce que ce dont la jeunesse a besoin aujourd'hui, c'est une quête de dignité. Quand on nous domine durant de nombreuses années, des centaines d'années, ce qu'on perd d'abord, c'est notre dignité. Moi, j'ai vu à Bamako des gens qui ont faim et qui ont soif, qui marchent des kilomètres ou à vélo, qui vont aller saluer le président. Est-ce que ces gens-là, ce dont ils ont besoin vraiment, c'est quoi? C'est d'abord restaurer leur dignité. Et justement, nous ne pouvons pas continuer dans cette manière de faire. À un moment donné, là, on doit s'arrêter. Et donc, c'est encore l'occasion de lancer un appel à nos autorités. Dès les premières heures, vous savez que la Copa BF était avec les organisations qui ont mené les premières actions qui ont abouti à ce coup d'État-là. Donc nous avons salué le coup d'État, mais nous avons refusé d'être dans l'alignement systématique. De telle sorte que si aujourd'hui ces autorités-là prennent leurs responsabilités et comprennent que la jeunesse africaine, elle est souverainiste, elle ne peut pas être autre chose. Si
elle décide d'être en phase avec la jeunesse, nous allons les accompagner. Mais si elle décide justement d'être là, on est d'accord, on n'est pas d'accord, ça ne peut pas marcher. Vous les accompagnez déjà, puisqu'il y a un représentant de la COPA BF qui est député aujourd'hui. Mais l'Assemblée nationale, c'est une institution de l'État, l'Assemblée nationale, comme le gouvernement. Nous, pourquoi nous ne partons pas? L'Assemblée nationale n'appartient pas forcément au MPSR. L'Assemblée nationale est une institution étatique. Nous allons animer. On a dit il serait hasardeux de rester à l'extérieur pour pouvoir juger. Si nous avons l'occasion, nous sommes à l'intérieur, nous sommes en même temps à l'extérieur, et c'est en cela que nous allons pouvoir être parmi les plus avisés pour pouvoir mener les actions qui sont en phase avec les réalités du pays. Et bien avant, on a vu cette adresse à la nation du président Damiba, c'était le 1er avril dernier, où il a évoqué la situation sécuritaire, bien sûr. Il semble rassurer en disant que des opérations sont menées. Il semble rassurer les Burkinabés aujourd'hui qui pensent que c'est une inaction, justement, donc des nouvelles autorités au pouvoir. Le président Damiba qui semble dire en tout cas que non, il faut patienter tout simplement. Il y a des choses qui sont en train d'être faites sur le terrain. Comment vous avez trouvé son discours en général? En général, je pense qu'à sa décharge, on parlait des questions militaires qui se retrouvent être des questions assez techniques quand même. Ça, c'est à sa décharge. Et donc, c'est vrai, très souvent autour du thé ou dans les maquis et bars, nous parlons de la sécurité, nous sommes souvent exigeants, mais en fait, c'est quand on se retrouve sur le terrain, on sait que ça répond à une autre réalité. Donc, sur le coup, comme je le disais, à sa décharge, c'est des questions assez techniques, mais nous, en tant que citoyens observateurs, nous jugeons sur le terrain. En une semaine, qu'est-ce qui a été fait comme action? En un mois, qu'est-ce qui a été fait comme action? Quand on parle de la sécurité, ça répond à plusieurs aspects. Quel est le niveau d'organisation de notre armée? Est-ce que notre armée aujourd'hui est suffisamment unie dans une cohésion et pouvoir répondre? Premier aspect. Deuxième aspect, quelle est la qualité et le volume de notre matériel et logistique pour répondre à ce défi-là? Troisième aspect, quel est le lien entre les citoyens et l'armée? Voilà des actions, voilà des questions qu'on se pose aujourd'hui. Alors, au moment où lui, notre président faisait son discours, au même moment, toute la jeunesse était, celle du Burkina aussi, la jeunesse africaine avait le regard tourné au Mali, où on voyait les prouesses de l'armée malienne, où l'armée malienne venait de recevoir du matériel, de la logistique, de la Russie, de leurs partenaires, la Russie. Donc, tout de suite, on se sent un peu frustré et on s'est dit, pourquoi pas le Burkina? Donc maintenant, je pense que nous ne sommes pas là pour faire la pub de personne. Nous sommes là pour faire justement la pub des attentes du peuple. Donc, effectivement, si en un mois, en 2 mois, il n'y a toujours pas de réponse, nous serons là pour nous indigner. Voilà, il y a les paroles politiques qui sont là, il y a la réalité politique, mais nous jugeons sur le terrain. Voilà. Alors, nous allons avancer et aborder, bien sûr, les derniers points pour parler maintenant de votre tournée de sensibilisation et de communication. Alors, expliquez-nous comment ça va se passer concrètement sur le terrain. Ben, concrètement, déjà, qu'est-ce qui motive la COPA BF dans cette démarche? On est motivé par 2 raisons principales. La première étant que quand on dit que la jeunesse, je pense que c'est Thomas Sankara qui disait, une jeunesse mobilisée dépasse une bombe atomique, dans le sens où elle est invincible. Donc, c'est vrai, on doit avoir une jeunesse mobilisée, mais en plus d'être mobilisée, elle doit être organisée. Donc, on se rappelle encore des erreurs de l'insurrection de 2014. On s'est insurgé, mais on ne s'est pas insurgé au niveau organisationnel. Donc, tout nous a échappé. Donc, la COPA, en tant qu'organisation avant-gardiste et souverainiste de la lutte pour la libération, nous avons décidé d'organiser cette jeunesse-là. On a déjà de la matière, on a déjà une jeunesse dynamique
qui comprend les enjeux, qui comprend vraiment les enjeux aujourd'hui. Et grâce à vous, à ce que vous faites comme travail au niveau des médias, aujourd'hui, nous comprenons tous les enjeux. Donc, comment organiser cette jeunesse-là et porter ses aspirations de façon efficace. Ça, c'est la première mission. La deuxième vision, c'est que nous pensons qu'il est temps maintenant qu'on écoute la jeunesse. Et donc, voilà. Et comment ça va se passer? C'est simple, hein? On va se retrouver dans les espaces publics de Ouagadougou et à l'intérieur du pays. On va faire des projections de films comme des films documentaires de Thomas Sankara pour pouvoir mobiliser les gens au niveau de ces espaces. Après, c'est suivi des débats et après, on essaie de voir qui sont ceux qui sont intéressés de venir avec nous au sein de la COPA-BF pour, bien entendu, animer la vie publique au niveau du Burkina Faso et faire entendre la voix de la jeunesse. Donc, c'est sensibilisation et mobilisation en même temps. Sensibilisation, conscientisation, mobilisation, lutte, action. Voilà. Mais quelles sont les thématiques aussi que vous allez aborder au cours de ces communications? En général, c'est la même question qui revient. Pourquoi nous, en tant qu'État, notre argent est fabriqué par notre État? Première question qu'il faut se poser. En tant que jeune, en tant que fils du pays, est-ce que déjà c'est honorable de savoir que l'argent que nous utilisons est fabriqué par un autre État qui peut nous donner ou ne pas nous donner en fonction de ses humeurs du jour? Et quand c'est le cas, qu'est-ce que nous devrions faire pour pouvoir rétablir notre dignité? Et sur la question de notre indépendance monétaire, sur la question de notre indépendance sécuritaire, pourquoi se fait-il que le Burkina Faso ne peut pas payer le matériel qu'il veut? Est-ce parce que nous n'avons pas d'argent? Tout ça doit s'expliquer. Et dans les termes qu'il faut, dans nos langues nationales, ça doit être expliqué. On a des spécialistes de la question. Donc, en plus d'être informés, quand les citoyens sont informés, ils deviennent responsables. Mais nous pensons qu'on est indignés. Mais on n'est pas, comme le disent les Anglais, c'est-à-dire que on arrête maintenant d'agoniser, on s'organise. Et pour s'organiser, il faut avoir des informations. Et donc, sur ces questions-là, monétaire, indépendance monétaire, sécuritaire, donc, c'est la souveraineté, comme vous l'avez dit. Voilà. Et donc, en gros, les débats vont se porter autour de ça. Et nous, en notre vision, c'est que dans 3 mois, dans 3 mois, on puisse avoir une COPA-BF sur la vitrine au niveau national, mais au niveau international aussi, qui incarne les aspirations et les attentes réelles des masses populaires. Oh, monsieur, que notre temps est terminé. Monsieur Diamba, cette tournée débute quand? Eh bien, on a déjà commencé là, on est en plein mois, on est en pleine tournée là, on était à l'espace public de Tampuy. Voilà, donc voilà, j'invite chacun pour nous contacter, c'est simple. Hein. Comme tout le monde est sur Facebook, vous partez à la page de COPA-BF, vous nous écrivez en inbox, en général on répond facilement. Merci voilà, oui, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions à travers donc cette interview. Je rappelle que nous recevions pour vous monsieur Issoufou Niamba. Il est chargé des projets de la COPA-BF, la coalition des patriotes africains du Burkina Faso. C'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien de ce jour. Et pour accompagner notre invité, nous marquons une petite pause avec Patrick Gampene à travers Langue. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. On disparaîtra ensemble. Ainsi donc parlait le prophète Simpson. Bête politique bien connue au pays des hommes qui ont perdu depuis des lustres leur intégrité, les prédictions de l'oncle Simpson se sont avérées moins d'1 mois après la tenue de ses propos. Dissident de l'ex-parti majoritaire avec 2 autres poids lourds de la politique burkinabé, Simon Compaoré, habitué au cercle de lutte, prévenait ainsi ses camarades de parti sur leur longévité politique s'ils ne luttaient pas. Mais la création du MPP, la mangeaille populaire en pagaille, n'avait vraisemblablement rien d'idéologique, sinon faire souper certains qui se sentaient écartés entre-temps de la soupe populaire du beau Blaise, avec qui ils sont entrés en désaccord et ainsi se venger de lui. Dès les premiers sons de cloche des RSS, voici que tous les mangeurs de la République accouraient vers le nouveau parti.
ils n'auront guère été déçus 6 ans durant. Le motus rocus, plus débonnaire que jamais, sonnait ainsi le glas de sa digestion. À la tête d'un parti dont il n'avait pas un poil de contrôle, Roch, plus concentré à gérer les deals mouta-mouta de la République, se faisait lentement mais sûrement crucifié par tous ceux qui lui pensaient être acquis. Hélas, même quand on a le pouvoir, on doit continuellement lutter. Et ce n'est pas tonton Simpson qui dira le contraire. Et c'est bien dans cette optique certainement que l'oncle Simpson, après sa retraite de la tête du parti, sonnait cette mobilisation dans la lutte. 2 mois à peine après la chute du motus rocus, les crieurs publics du MPP, connus pour leur sortie tonitruante, prennent le large. Roch, touché et couché, la bouffe se sentant de plus en plus éloignée, les raquittent donc le navire. Mais pour faire joli, je m'en vais, mais je reste fidèle au patron. Quel sarcasme! Bref, de certains premiers responsables du MPP aux activistes largement alimentés par le mal aux âmes, l'heure est au bouclage des valises. Prochaine destination, un autre regroupement autour d'un bon plat gras. Ah, pauvre Faso. C'est là où je me demande pourquoi le président Sankara a fait le choix d'appeler les habitants de ce cher pays des Burkinabés. Quand on a un peuple aussi suiviste et bellant, se laissant manipuler par des hommes et femmes dont le seul amour réel est leur pense, il aurait été plus judicieux que nous nous appelâmes des Burkinais. We must fight, or We shall disappear together. and so they disappear together. Bravo, tonton Simpson. Sacré Patrick Gampeni. Merci à toi, Patrick Gampeni, pour ce numéro de Langue Franche. Rendez-vous vendredi pour un autre numéro. Et pour la suite, nous allons passer à la chronique du jour, question de droit. En tout cas, lui, il n'a pas 10 appuilleurs. Il s'agit notamment de Olivier Caboret de Justice Sans Frontières que nous retrouvons aujourd'hui pour Question de droit. Bonjour Olivier. Bonjour Abzeta et bonjour aux téléspectateurs. Alors Olivier, nous parlons aujourd'hui de la garde à vue. Alors, quand est-ce qu'on parle de garde à vue? Alors, il faut d'abord savoir que la garde à vue est une mesure privative de liberté à l'encontre d'une personne suspectée d'être l'auteur d'une infraction. Ça veut dire que quand une infraction est commise, et on donne l'information aux autorités compétentes. Et l'autorité compétente, en l'occurrence, les officiers de police judiciaire, diligentent une enquête pour trouver des éléments qui pourront déterminer les circonstances dans lesquelles l'infraction a été perpétrée et déterminer les éventuels coupables. Et cette phase d'enquête est appelée l'enquête préliminaire. Donc pendant l'enquête préliminaire, les officiers de police judiciaire peuvent interpeller des gens. Et pour les raisons de l'enquête, ils peuvent décider de garder ces personnes-là aux côtés d'eux pour pouvoir mener à bien l'enquête. Donc les personnes qu'on décide de garder à la gendarmerie ou au commissariat sont appelées des gardes à vue. Donc elles sont placées en garde à vue. Et qui on peut placer justement en garde à vue? Alors, tout citoyen peut être placé en garde à vue. D'accord. Tout citoyen peut être placé en garde à vue, sauf dérogation expressément prévue par la loi, et notamment pour un certain nombre de personnes qui ont ce qu'on appelle des immunités de poursuite, comme les députés qui ne peuvent faire l'objet de poursuite pendant leur mandat. Ouais. Mais ça, c'est des cas exceptionnels. Okay. Sinon, tout le monde peut faire l'objet de poursuite, tout le monde peut faire l'objet d'une garde à vue. Et qui décide justement de cette garde à vue? Alors, tantôt, je parlais de l'enquête préliminaire et j'ai dit qu'elle est dirigée par les officiers de police judiciaire. Donc, ce sont les officiers de police judiciaire qui décident de garder une personne à côté d'eux pour les besoins de l'enquête. Donc, ce sont les officiers de police judiciaire, communément appelés OPJ, qui peuvent décider de garder quelqu'un à vue.
Mais pour combien de temps? Quelle est la durée aussi de la garde à vue? Alors, il est essentiel de comprendre que la garde à vue est une mesure privative de liberté qui est temporaire. Temporaire parce que elle ne peut pas aller jusqu'à un certain niveau selon les besoins de l'enquête. Donc la garde à vue en principe est de 72 heures, renouvelable pour 48 heures sur autorisation du procureur. J'ai dit bien sûr autorisation du procureur. L'officier de police judiciaire peut vous mettre en garde à vue, mais pour renouveler la garde à vue pour 48 heures, il faut forcément l'autorisation du procureur. Mais pour un certain nombre d'infractions exceptionnelles comme le grand banditisme ou le terrorisme, le délai peut être un peu plus long. Ça peut aller de 15 jours renouvelable pour 10 jours. D'accord. Voilà. Maintenant, si le délai donc, de la garde à vue n'est pas respecté, comment justement la personne gardée à vue peut faire pour quand même faire respecter ses droits? Alors, si le délai n'est pas respecté, et si l'affaire va jusqu'au procès, le gardé à vue ou son avocat, s'il est assisté, peut soulever des exceptions de nullité, tirer du non-respect du délai de la garde à vue et demander au juge d'annuler tous les actes liés à la garde à vue. Et en ce moment, il sera purement et simplement libéré parce qu'il y a entorse à la procédure. C'est ça aussi le droit. Il y a une procédure qu'il faut respecter et si vous ne respectez pas cette procédure, on ne prend même plus la peine d'aller au fond, de juger même ce pourquoi on vous a amené. Voilà, on vous libère automatiquement parce que la procédure n'a pas été respectée. Voilà. Ça, il faut le savoir déjà, parce que je suppose qu'il y a des gens qui, malheureusement, ne le savent pas. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on vient te prendre chez toi comme ça, et puis après, tu passes... 72 heures, puis peut-être 48 heures en plus. Et après, si tu n'en parles pas, ça reste comme ça. Tout à fait. Déjà, il faut savoir que quand on vient vous prendre, comme vous l'avez si bien dit, ou quand on vous convoque, on doit vous notifier ce pourquoi on vous a interpellé. Il faut le dire. Voilà, ce pourquoi on vous interpelle. Et si on vous place en garde à vue, on doit vous dire aussi à quelle heure commence votre garde à vue. Voilà, tout ça c'est pour pouvoir déterminer le délai légal prévu par la loi. Maintenant, est-ce qu'on peut s'opposer à une mesure de garde à vue? Alors là, non. On peut pas. Vous ne pouvez pas vous opposer à une mesure de garde à vue. Ça, c'est l'officier de police judiciaire qui peut vous l'imposer parce que la mesure de garde à vue est obligatoire. Si déjà on vous convoque, vous êtes tenu d'aller. Si on vous convoque à la gendarmerie ou au commissariat, vous êtes tenu d'aller. Et si l'officier de police judiciaire qui diligente l'enquête préliminaire trouve des éléments qui vous lient à l'infraction et pour les besoins de l'enquête, il peut décider de vous garder. Et ça, vous ne pouvez pas vous soustraire à ça. Donc, si on décide de vous placer en garde à vue, on va vous placer en garde à vue. Maintenant, dans la pratique, pour certaines personnes qui ont certaines maladies, souvent les officiers de police judiciaire peuvent être vraiment magnanimes et vous permettre de rester dans la cour. Au lieu de vous mettre en cellule, on vous permet de rester dans la cour. Mais maintenant, vous avez le droit de demander l'accès à un médecin. Voilà, si vous ne vous sentez pas bien, on doit vous permettre quand même d'avoir accès à votre médecin. Ouais, sinon, vous ne pouvez pas refuser d'aller en garde à vue. Ça, c'est pas possible. D'accord. Maintenant, est-ce que la personne gardée à vue aussi peut avoir accès à son avocat? Alors, oui. C'est vrai que cette question a fait des gorges chaudes à un moment donné de la vie judiciaire de notre pays, mais oui. Oui, selon le règlement des avocats, selon le règlement UOMOA, les avocats peuvent assister leurs clients au moment de la garde à vue. C'est possible. Donc, si on vous met en garde à vue, vous pouvez vous pouvez déjà contacter votre avocat et il pourra vous assister pendant les auditions. Voilà, mais il ne prend pas vraiment, il ne vous défend pas vraiment. Voilà, comme dans un jugement où il peut prendre la parole et puis vous défendre. Non, il peut assister. Il peut vous conseiller sur ce que vous devrez dire. Tout à fait, et il peut aussi suivre si
la procédure est bien établie et tout. D'accord. Mais est-ce que pour la garde à vue, comment elle se déroule? Alors, la garde à vue consiste à un questionnement. De façon générale, on vous pose des questions et vous êtes tenu de répondre. Et tout ce que vous allez dire est consigné sur un PV qui sera transmis en justice. Voilà. Mais là, vous n'avez pas le droit de poser des questions. On vous pose des questions et vous répondez. C'est l'officier de police judiciaire plutôt qui vous pose des questions et vous répondez. Vous vous contentez juste de répondre. Mais est-ce qu'on peut revenir aussi sur les droits de la personne gardée en vue? Ok, alors, concernant les droits de la personne gardée à vue, je disais tantôt que la garde à vue n'est pas illimitée. Voilà, il y a un délai, on ne peut pas aller au-delà de ce délai. Déjà, 5 jours de façon générale au maximum. Voilà. Et en plus de cela, quand on vous interpelle, on doit vous dire ce pourquoi on vous a interpellé. On doit vous notifier l'heure à laquelle la garde à vue commence et on doit vous permettre de contacter votre avocat si vous voulez le contacter. Voilà. Maintenant aussi dans les conditions. On doit justement, j'en venais, voilà, les actes de torture et tout sont proscrits. On ne peut pas vous torturer pendant votre garde à vue. Et généralement, si l'affaire va jusqu'en justice, bon, je dis ça pour qu'on puisse comprendre, si l'affaire va jusqu'à devant le juge, la première question qu'il va vous poser est que tout ce que vous avez dit, qui a été transcrit dans le PV, est-ce que vous l'avez dit sous la torture? Est-ce qu'on vous a frappé? Est-ce qu'on vous a forcé à le dire? Donc, les actes de torture vraiment sont interdits. Et les juges sont regardants sur cette question-là. Et ils ont l'obligation aussi de préserver votre dignité, je vais dire, vous donner quand même à manger. Tout à fait. Tout à fait. Le gardien à vue, en tout cas, doit avoir à manger. Être dans les bonnes conditions aussi d'hygiène? Les bonnes conditions, d'hygiène, oui, mais... c'est pas simple. C'est pas simple. En tout cas, ça dépend même de dans quel état le commissariat se trouve. Est-ce que le commissariat se retrouve dans de bonnes conditions? Ça aussi, c'est un autre problème qu'il faut souligner, effectivement. Et l'État a beaucoup à faire par rapport à ça. Il doit mettre les moyens qu'il faut et donner la possibilité vraiment aux officiers de police judiciaire de pouvoir garder les gens à vue de façon convenable. Voilà. Peut-être une précision, Olivier, quand on garde une personne à vue, ça veut dire qu'on ne met pas la personne dans une cellule? Si, c'est possible. Il y a des cellules prévues spécialement pour ça au niveau de la gendarmerie ou des commissariats. Maintenant, je vous ai dit, exceptionnellement, on peut permettre à certaines personnes de rester dans la cour. Ça, c'est vraiment exceptionnel et c'est en fonction de l'affaire et en fonction du bon gré de l'officier de police judiciaire qui diligente l'enquête. Voilà. Et quelle est la suite aussi après une garde à vue? Alors, après une garde à vue, il y a deux possibilités. Soit on vous libère, l'officier de police judiciaire qui vous a entendu peut vous libérer et peut-être vous informer que vous devez rester à la disposition de la loi pour les besoins de l'enquête, ou on vous défère au parquet pour la suite de l'affaire. Ça veut dire que voilà, l'affaire va loin et vous allez aller jusqu'au jugement. D'accord. Ouais. Merci à toi. Olivier, on se retrouvera un autre mercredi. Dieu vous l'invite. Inch'Allah. Je rappelle qu'Olivier Kabouré est le chargé de communication de l'association Juristes sans frontières. C'est notre partenaire de tous les mercredis pour la chronique Questions de droit. Alors, merci à vous de votre fidélité à cette émission Bonjour le Faso qui s'achève maintenant. Et puis, je rappelle que cette semaine, nous sommes installés donc dans le Grand Yatenga pour visiter la forêt du vieux Yacouba Sawadgo. Il faut rappeler que Yacouba Sawadgo, c'est cet homme qui a arrêté le désert, en tout cas qui a contribué à arrêter le désert dans le Yatenga en plantant des arbres durant 40 ans de sa vie. Yacouba Sawadgo, dès son adolescence, a pratiqué l'agriculture et le commerce, mais finalement, c'est l'agriculture qui l'a donc le plus occupé. Il a été marqué par la famine qui a frappé le Grand Nord, donc le Grand Yatenga du moins, et c'est ainsi qu'il a eu l'idée de faire une forêt. Il s'agissait pour lui de faire d'une zone aride et
sèche, une zone favorable à la culture. Il a passé donc 40 ans de sa vie à planter des arbres, comme je le disais, et cela a été récompensé. Yacouba Sawadgo a remporté justement le prix Nobel alternatif 2018. C'était à Stockholm, en Suède. Et lorsqu'il a remporté ce prix, il a été reçu par l'ancien président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Il a été reçu aussi dans des émissions. Et son histoire a été également retranscrit à travers un livre par l'écrivain Adama Sigire qui a écrit le livre sur lui en 2019, Yacouba Sawadgo, de la terre rouge du Zaï au tapis rouge de Stockholm, le parcours d'un combattant. Après des difficultés, il faut le rappeler, la forêt du vieux Yacouba Sawadgo a été entièrement clôturée et la cérémonie donc a eu lieu en 2021. Alors, c'est une occasion pour nous de passer le bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis le Yatenga. Et c'est ici aussi qu'on va dire au revoir à tous les fidèles téléspectateurs de l'émission Bonjour de Faso. Merci à vous de votre fidélité et merci à l'équipe de réalisation de cette semaine. Ne zappez pas, à 10h, vous aurez les flashs en langue nationale morée, en français également, et à partir de 11h, votre émission Cadeau du jour. On se dit, à demain.